Bonjour, c'est un très grand honneur d'être ici pour moi. Et entendant parler mon collègue, j'ai décidé de changer totalement ma présentation parce que je vous aurais montré un regard spécifique, ayant peu de temps, seulement un aspect de gouvernance qui est justement dit notre nouvelle vision italienne quand on a dû passer d'une organisation pour chaque secteur à une organisation de processus. Mais vous entendant parler, en ayant compris hier quel est votre objectif de donner un regard à la santé italienne, au moment où lequel la France s'apprête à une réorganisation, une nouvelle organisation de la santé, peut-être il serait plus utile, si vous le pensez, je vous parle un peu de l'aspect d'organisation, mais lié aux caractéristiques de la santé italienne. C'est peut-être plus utile, parce qu'après moi, il y a d'excellents collègues, la directrice sanitaire, que le docteur Falco, qui est un très bon collègue. Sur ces aspects spécifiques, ils pourront vous en parler. Aujourd'hui, je dois dire que je suis très orgueilleuse d'être un directeur général de la santé italienne, même si on a de nombreux problèmes. Avant tout, disons que mon orgueil naît du fait que par rapport à un problème de soutenabilité important, on réussit quand même encore, même si on est avec des asymétries, surtout dans le centre-sud, à garantir l'universalité en dépensant 30% de ce que vous dépensez vous. Donc, ce qui veut dire en réalité, on a des modèles d'organisation, surtout dans le centre-nord, qui nous ont garanti cette universalité et donc même qui nous ont amené qui a amené la santé italienne à contribuer à ce qui est une des attentes de vie plus élevées du monde. L'espérance de vie qui est plus élevée du monde. Qu'est-ce que c'est grosso modo notre organisation? En 2001, donc il y a presque 20 ans, il y a eu une réforme très importante au niveau constitutionnel qui a concerné la santé. Donc l'organisation a été confiée aux régions, mais pas de façon exclusive, parce qu'il y a une loi de coordination de caractère national à l'intérieur de laquelle les régions ont organisé leur système de santé. Donc, à côté de cela, en 2001, il y a eu une réforme du système de financement de la santé. Donc, le discours qui a été fait est que si la région doit gérer la santé, et c'est juste qu'elle prenne en charge aussi les coûts. Qui gère doit penser aussi à la rémunération. Donc, dans le domaine de ce fonds de santé national qui est établi au niveau national, après les régions doivent veiller au financement à travers une quote-part des impôts qui sont versés par les citoyens. Comment est la situation à l'heure actuelle? La situation est telle que pour faire face à certaines problématiques dont a parlé le collègue français, par exemple, on a un problème de manque de personnel. Je reviendrai là-dessus après. En réalité, en ce moment en Italie, on est en train de discuter sur la possibilité que certaines régions, selon ce qui est garanti par notre Constitution, nous aussi, comme vous, on a une constitution qui est assez rigide, dont il faut s'en tenir au principe. Certaines régions sont en train de revendiquer plus d'autonomie, ce qu'on est en train du régionalisme différencié. Donc, en particulier, il y en a déjà qui sont mis en œuvre des régions plus vertueuses, qu'ils ont donné ces dernières années de meilleurs décès, dont la région de la Lombardie, la région de l'Émilie-Romagne et de la Vénétie, qui revendiquent une plus grande autonomie en matière de programmation et d'acquisition de ressources humaines, de façon de pouvoir, sur la façon de l'organisation de santé. Il y avait déjà
une ample discrétion régionale. Deux régions, la Lombardie et la Vénétie, en matière de santé intégrative, qui est une autre chose sur laquelle on est en train de discuter énormément, parce qu'il n'y a pas une réglementation en Italie générale de la santé intégrative. Donc, il y a une partie d'organisateurs qui soutiennent que la santé intégrative dans une santé qui a des financements, disons, pas assez suffisants par rapport aux nouveaux horizons démographiques et épidémiologiques. Avec la prise en charge des maladies chroniques, c'est un problème européen. Bon, ce n'est pas un problème seulement italien. Donc, cette partie soutient qu'en réalité, cette santé intégrative pourrait aider la santé publique qui est sous-financée, et une autre partie qui est contraire, parce que la santé intégrative a un coût. Donc, elle offre des réductions d'impôts qui pourraient être justement mis sur le fonds de santé publique et donc enrichir la santé publique. Qui est contraire soutient qu'en réalité, la santé intégrative, si en dehors de contrôle, augmente un marché privé qui pourrait même contrer une consommation de santé en dehors du contrôle, de tout contrôle. Un autre problème qu'on a justement est l'asymétrie de prise en charge entre le Nord et le Sud. Mais le problème plus important, c'est la soutenabilité. Je commencerai par juste un petit aspect sur la ressource humaine qui est un des thèmes, parce que c'est un problème assez important pour nous. Vous devez savoir qu'en Italie, à cause de ces problèmes économiques, les rétributions sont restées bloquées pendant 10 ans, même plus de 10 ans. Donc en réalité, par exemple, le contrat des médecins, ça fait 10 ans qu'on ne l'a pas renouvelé. Mais le problème, ce n'est pas seulement économique, même si elle l'est. Je vous dirai pourquoi après. Le problème est surtout d'organisation, parce que la mise en œuvre du contrat collectif national des médecins, qui a dicté les lignes directrices d'organisation de la santé italienne, remonte à 2005. Donc, il y a très longtemps sous le profil d'organisation. Pourquoi? J'imagine que c'est pour nous un très gros dommage, parce que c'est bloqué 2005 pour un aspect d'organisation. Parce que pensez que ces dernières années en Italie, il est justement arrivé qu'il y a eu un gros focus sur la soutenabilité financière. Quand le financement est passé de l'État, parce que qui disait, alors tu dépenses et moi je te donne. Alors les régions, donc quand c'est passé aux régions, les régions devaient soutenir les coûts à rendre la santé soutenable. En 2005, excusez-moi, il y a l'intervention sur les plans de rentrée. Donc presque la moitié des régions italiennes ont collectionné justement des avancements tels qu'ils ont dû avoir des plans de rentrée régionaux qui faisaient, ça faisait le bloc automatiquement des embauches, donc on n'embauchait plus. Et il y en a beaucoup qui sont encore en train d'en souffrir. Mais cette législation, en général, a fonctionné. Mais en réalité, ça a provoqué, par rapport au contrat collectif, oui, un désalignement, un non-alignement. Donc, ce contrat collectif raisonné de 2005, raisonné en termes c'est-à-dire les hôpitaux sont organisés par services. Les services correspondent aux structures, des structures complexes que pour nous qui sont plus importantes, ou d'autres structures qu'on appelle simples. Donc, ils sont créés des périmètres qui n'ont pas aidé à raisonner par processus. Donc, aujourd'hui, ce que j'avais préparé pour vous faire voir comme modèle de gouvernance, en réalité, je vous aurais dit justement ça. Une de ces figures qui a subi plus de changements dans l'organisation de la santé italienne, pas juridiquement, le contrat du contrat est toujours la même, mais en fait, c'est justement la direction de santé, la direction sanitaire, qui a dû suivre une logique de processus, avec une série de figures. Donc aujourd'hui, le directeur sanitaire
finit par coordonner une série de programmations, de projets qui sont faits à l'intérieur de cette entreprise avec des figures professionnelles ou assez ambitieuses ou justement avec des finalités anciennes ou nouvelles. Par exemple, depuis 2017, il y a une loi très importante sur la responsabilité professionnelle et sanitaire qui a redessiné, rebauché toute cette figure du risque, qui est un partenaire fondamental dans la gestion des risques sanitaires. Ou bien sûr, ces dernières années, dans l'organisation sont entrées des figures comme des ingénieurs de gestion, des ingénieurs cliniques. L'ingénieur clinique ne fait plus seulement le travail pour lequel il était né, cette figure était née, donc celle de vérifier le technology assessment plutôt que les processus d'entretien des équipements donc biomédicaux. Et par exemple, justement, cette nécessité de bouger suivant des processus à favoriser dans la réalité plus vertueuse des parcours qu'on appelle d'operation management, c'est-à-dire la gestion des plateformes, d'érogations qui sont gérées par des équipes plutôt que par chaque responsable des services ou des responsables de secteur, comme ça se passait avant. Je vous fais un exemple de mon hôpital. C'est un hôpital universitaire, le mien. Je suis arrivée en juillet 2014 et comme ça s'est passé pour beaucoup de structures du Centre-Sud, j'ai trouvé justement des investissements de 70 millions d'euros qui étaient à payer. Donc, mon objectif, c'était de devenir plus efficace mon secteur en baissant les coûts de production. Donc, sur le côté de la gouvernance, j'ai dû bouger selon une logique de processus et de prise de conscience de données qui étaient étrangères à cette réalité de mes professeurs universitaires. Et par exemple, la gestion des salles d'opération, qui est une des gestions plus complexes, comme vous le savez, mais aussi plus rémunérative, qui peut donner plus de résultats en très peu de temps pour faire augmenter la productivité, a été gérée à travers un mécanisme d'opération management. Donc, j'ai mis comme responsable des chefs des salles d'opération un ingénieur clinique où l'anesthésiste, le chirurgien et l'équipe, les transports en dehors de l'hôpital interagissent tous les jours avec un système informatique et ça nous a permis en très peu de temps de redoubler le nombre des interventions qu'on a fait chirurgicales, en redoublant bien sûr la production. Donc dans ce parcours, disons, l'ingénieur clinique a interagi avec la direction sanitaire qui a vérifié les aspects appropriés de gestion, parce qu'au-delà des urgences, il faut programmer aussi les interventions, bien sûr, pour que ça soit plus facile pour le patient, pour les patients oncologiques, plutôt que les autres, mais qui risquent d'être inappropriés. Donc, en réalité, c'est cette logique, la logique transversale de processus qu'on a à l'heure actuelle. C'est une logique de processus qui, en dehors des hôpitaux, bouge sur le territoire, comme vous l'avez vu par la région Piémont. Je disais aux collègues ce matin de la région Piémont, comme vous avez entendu hier, selon cette grille, les niveaux essentiels d'assistance, le Piémont a résulté la région qui a donné plus de résultats, de bons résultats, parce qu'ils ont très bien travaillé comme intégration avec le territoire. Parce qu'une très grosse limite de la réalité sanitaire italienne, surtout du centre-sud, c'est une réalité qui est très basée sur l'hôpital plutôt que sur le territoire. Par exemple, on est en train de réfléchir comme fédération, comme Fédère Santé, on a adhérents par exemple. Il y a deux organisations des entreprises de santé en Italie. La nôtre, je vous dirai comment elle est caractérisée, une autre qui s'appelle FIASO. Donc, on a adhéré ensemble à un projet de prestigieuse université italienne, la Bocconi, donc l'université Bocconi de Milan,
et l'Université Sant'Anna de Pise. On a adhéré à ce projet. Mon entreprise hospitalière aussi a adhéré et 34 ont adhéré. On est en train de vérifier un projet qui durera 2 ans de communauté bond. Donc, ça ne suffit pas une intégration entre l'hôpital et le territoire. C'est absolument nécessaire une intégration avec les communautés, par exemple, avec les organismes locaux, par exemple, les communes, par exemple, parce que la chiffre qui caractérise Federsanità, Anci, qui est l'association nationale des communes italiennes, surtout pour 2 aspects. La promotion de style de vie qui soit sain. Dans ce cas-là, les communes peuvent nous aider beaucoup. Et l'autre aspect important est celui de l'intégration sociale et d'assistance. Cette intégration d'assistance doit être aux communes, mais les communes ont aussi un problème de soutenabilité économique. Il faut donc créer une synergie qui peut beaucoup aider. Ce projet de community building prévoit aussi l'intégration avec les réseaux des patients, avec les réseaux des caregivers. On en parlait avec votre collègue hier soir. C'est très important. Ces réalités est en train de chercher à organiser des cours de formation pour les donneurs de soins, les caregivers, parce que c'est une grosse aide pour les familles, pour les patients, qui ne coûte rien pour la santé italienne ou un très très faible coût de la formation. Pour revenir aux ressources humaines, donc, je crois qu'il soit urgent que le nouveau contrat collectif qu'on est en train de faire après 10 ans, on est en train de mettre en œuvre avec peu de ressources économiques qui fassent des modifications d'organisation. Par exemple, moi, comme réalité italienne, à l'intérieur de mon entreprise même, j'ai identifié des unités, c'est des prises en charge de responsabilités, de processus. Donc, ce responsable de l'unité gouverne, par exemple, toute la partie diabétique qui prévoit du travail d'une équipe multidisciplinaire, donc a des responsabilités de parcours diagnostique et thérapeutique plutôt que des responsabilités de diamètre limité et de périmètre limité, qui est le petit service au dehors duquel tu ne peux plus aller. Disons que l'objectif est celui d'éliminer la variabilité artificielle qui nous donnera des problèmes pour la gouvernance du processus à travers une organisation, à travers des processus. Cette organisation par processus, le rôle central, c'est en train de plus en plus dans les révolutions pionnières, 2 figures. Celle du risk manager, que nous n'avons plus identifié comme gérant du risque clinique, parce que c'est plutôt limitatif. L'expérience nous a enseigné que le 80% des risques sont des risques de type d'organisation. Je vous fais un exemple. On a créé, on met en entreprise un bureau qu'on a parlé de Project Office Management. Par exemple, je me suis aperçu que notre service des achats ne réussissait pas à établir les priorités d'un achat. Par exemple, s'il doit acheter un défibrillateur, une fois qu'il a fait l'évaluation le bureau des achats n'a pas de 100 personnes, donc il ne pouvait pas décider si c'était plus urgent par rapport au chariot où on met les instruments. Donc, toutes ces choses intérieures, la direction de la santé, la direction des professions de la santé, le bureau des achats, le risk manager, tous ensemble, le responsable de la sécurité ou la sécurité de la protection des travailleurs pour vérifier quelles étaient réellement les urgences. Une autre chose importante sur laquelle on est en train d'essayer de pousser les rôles de direction sanitaire, c'est la dernière chose que je vais dire, est celui qui concerne au réseau des directeurs de l'exécution des contrats. On est en train de passer d'une logique dans laquelle, par exemple, les achats, la logistique étaient gérés par l'économat,
une logique qui était très loin de celle de la santé, ou au moins qui était séparée. Une logique où tout doit être géré selon cette logique par processus et selon un processus d'efficacité sanitaire qui puisse rapprocher la qualité qui est attendue par le patient à la qualité perçue, la qualité programmée de l'entreprise à la qualité réalisable. Voilà, je m'arrête pour faire vous pouvez faire les questions. Posez-les.